Bonjour à tous pour ce deuxième cours ensemble et ici donc pour le cours de méthodologie de l'action éducative. Aujourd'hui on va réaliser un chapitre sur les besoins et donc pour entrer un peu dans le vif du sujet, je voulais m'assurer que vous compreniez bien la différence entre un désir et un besoin. Alors je vais vous demander dans un premier temps de ne pas ouvrir le syllabus parce que sinon voilà, vous n'allez pas vraiment jouer le jeu et pour vous ce sera plus compliqué par la suite. Et donc, je vais vous demander vraiment d'ouvrir le Word que je vous ai envoyé par mail, où vous avez ici vraiment tout ce qui est des petites phrases en fait sur être respecté par les autres, aller au cinéma, avoir une villa, parler des projets réalisés, boire de l'eau, etc. Donc, vous avez deux pages Word. Soit vous l'avez imprimé, comme je vous l'ai demandé par mail, pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés à gérer sur l'ordinateur. Et donc, dans ce cas-là, premièrement, ce que je vais vous demander, c'est de mettre par exemple dans une couleur tout ce que vous trouvez qui relève des désirs. Donc, vous prenez un fluo, vous surlignez un peu comme vous voulez. Vous mettez ensemble tout ce qui est désir. De l'autre côté, avec une autre couleur ou autre, je vous conseille de répertorier déjà les besoins. Petite aide, puisque ce n'est pas en bandelette, sauf si vous avez pris le temps de le faire, mais je peux comprendre que vu les circonstances, si vous avez des enfants ou autres, vous avez peut-être autre chose à faire, c'est que vous allez devoir répertorier ces besoins en 5 grands besoins. Donc prenez peut-être 5 couleurs pour répertorier vos besoins. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas assez de fluo, les désirs, vous ne les fluotez pas par exemple. Ça, à vous de voir comment vous vous organisez. Et donc de répertorier par exemple les besoins que vous trouvez qui vont ensemble, dans la même couleur. À savoir que vous aurez une étiquette, un petit titre, je vais dire, à mettre sur le nom de ces besoins. Donc, dans un premier temps, je vous conseille vraiment de mettre pause la vidéo, de prendre le temps que vous avez besoin pour répertorier en deux, entre guillemets, colonnes. C'est ce qui aurait dû se passer dans le concret si on avait eu l'occasion de se rencontrer en classe. Tout ce qui est désir. Et dans tout ce qui est besoin, les répertorier. Si vous savez déjà mettre une étiquette sur les différents types de besoins, n'hésitez pas à le faire. Ça va? Et on se rejoint d'ici, je ne sais pas moi, à mon avis, une bonne demi-heure, le temps que vous ayez le temps de remettre les étiquettes à leur place. Ça va? À tout de suite. Alors, je vais partir du principe que vous avez fait le petit exercice. Qui, je l'espère, vous aura un peu fait prendre conscience que ce qu'on dit souvent dans la langue française, c'est « j'ai besoin d'une nouvelle voiture »,« j'ai besoin d'un verre de coca », alors que non, c'est pas un besoin, c'est un désir, c'est quelque chose qui est plus relatif du luxueux, du faire plaisir, et pas d'un besoin essentiel de base. Donc, vous pouvez reprendre votre syllabus à côté de vous. Je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait. Ou sur la première page, vous avez déjà les réponses, d'où le pourquoi je vous demandais de ne pas prendre le syllabus et de jouer le jeu. Et donc dans la colonne désir, on a vraiment tout ce qui est manger des bonbons, avoir la nouvelle robe à la mode, faire un séjour à l'étranger, jouer aux jeux vidéo, aller au cinéma, avoir une voiture. Voilà, tout ce qui est de l'ordre vraiment du surplus. Ensuite, nous avions les besoins. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir remettre entre guillemets une petite étiquette de titre sur les besoins que vous avez repris. Si pas, c'est pas grave, nous allons le faire ensemble. Et donc, on avait par exemple tous des besoins qui se ressemblent, qui ont un fil conducteur, comme par exemple boire de l'eau, se laver et aller aux toilettes, avoir des vêtements, respirer, avoir un toit, manger des fruits et légumes et dormir. Donc cela allait ensemble. Si vous ne l'avez pas fait, ben voilà, vous voyez dans votre première page de cours que ça a été réalisé. Et donc, on parle des besoins physiologiques. Ce sont vraiment les besoins primaires de base. D'accord? Ensuite, vous avez tout ce qui est stabilité affective, sécurité physique, sécurité d'emploi, qui sont donc les besoins de sécurité. Vous avez également se sentir aimé, appartenir à un groupe, la communication, faire du bénévolat, donner de l'amour, qui entre dans le besoin d'appartenance. Vous avez donc également être respecté par les autres, parler des projets réalisés et la réputation, qui entre ici dans les besoins d'estime, besoin d'estime de soi. Et
dernière catégorie que j'espère que vous avez trouvée, c'est donc être épanoui dans son travail et ses études, mettre en valeur son potentiel et réaliser des projets, qui entrent ici dans les besoins de réalisation de soi, dans les besoins de s'épanouir. Alors, je ne sais pas si le nom de ces grandes catégories de besoins vous dit quelque chose, mais en effet, il s'agit des étiquettes, je vais dire comme ça, qui entrent donc dans les besoins de Maslow, que nous verrons juste après. C'était le moyen également de vous permettre une petite intro directement dans le vif du sujet, au cas où certains d'entre vous n'auraient pas encore vu les besoins du tout. Et si vous avez eu l'occasion de le faire dans un autre cours, ben, je trouvais que ça vous faisait une belle petite révision pour jongler un peu avec les termes et s'approprier les différents besoins. Alors, je vous ai mis donc dans cette première page de cours, ici, dans le nuage. La différence, donc un désir, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, qui permet en fait d'être plus confortable. Le fait d'acheter une bouteille de champagne pour fêter son anniversaire, par exemple, ben, on n'en a pas besoin. C'est plus pour se faire plaisir, c'est plus quelque chose du ressort du luxueux. Ensuite, je vous ai mis besoin. Donc c'est une nécessité, quelque chose qui est essentiel pour la qualité de la vie. Donc forcément, vous ne pouvez pas faire autrement que de dormir. Si vous ne dormez pas, le lendemain, vous n'êtes pas bien et au bout d'un moment, vous ne tiendrez plus. Donc là, c'est quelque chose vraiment, le besoin de l'ordre de l'essentiel, en fait, tout simplement, dans votre vie pour avoir une qualité de vie respectable. Alors, je vous invite à tourner la page et d'arriver donc sur notre belle pyramide de Maslow. Un petit peu original ici, dans le sens où vous avez vraiment le point de vue de Maslow qui est à gauche de la pyramide. Et à droite, le point de vue pédagogique. Alors, je trouvais ça assez intéressant pour votre pratique, de vous donner quelques pistes qui sont ici peut-être un peu plus scolaires, étant donné que c'est des matières qui sont forcément relatives très à l'apprentissage, mais qui peut également être dérivée pour votre pratique en tant qu'éducateur, éducatrice, lorsque vous apprenez certaines tâches aux bénéficiaires. Et donc ça vous donnait un petit peu aussi une étiquette de voilà, quand on parle de lié à la survie, manger, boire, dormir, ben, quel est votre rôle, vous, d'un point de vue éducatif, ben, de s'assurer que l'élève a bien déjeuné, tout simplement. Et donc vous avez comme ça une liste qui est bien répartie. Et au milieu de cette pyramide, vous n'avez donc pas les réponses, vous, bien entendu. Et je vous demanderai, comme la consigne l'indique, de faire appel à vos connaissances et de replacer les besoins dans la pyramide de Maslow. Alors, si ça ne vous vient pas naturellement, vous pouvez toujours aider de votre première page, bien entendu, où ils sont cités. D'accord ? Simplement, ici, c'est les remettre en quelque sorte dans l'ordre. Tout en sachant que Maslow estimé qu'il y avait un ordre dans l'acquisition des besoins qui, à l'heure actuelle, a bien été un peu beaucoup d'ailleurs critiqué par l'ensemble de la communauté et nous ne fonctionnons plus dans ce type de pensée. Mais voilà, pourquoi Maslow agit en pyramide? Tout simplement parce qu'il nécessitait qu'il fallait d'abord résoudre les besoins du bas pour pouvoir monter de palier en palier dans la pyramide. Alors, je vous invite... Une fois que vous aurez rempli ça, donc mettez sur pause sans souci, de prendre la page suivante qui commence avec une bulle comme ça, rôle de l'éducateur, ou de l'éducatrice bien entendu. Et donc on parle, c'est un peu comme une loupe, un zoom sur les besoins physiologiques et de sécurité qui sont donc les deux paliers du dessous. Physiologique tout en bas, sécurité juste au-dessus, ils exigent une implication constante de l'éducateur, de l'animateur et de l'équipe de soins. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, la priorité. On est bien d'accord que c'est très important de rendre la personne épanouie, mais avant de la rendre épanouie, il faut déjà qu'elle soit en bonne santé et en sécurité pour pouvoir s'épanouir. Donc ça, malgré qu'on n'est plus forcément dans une dynamique de palier à l'heure actuelle, il faut savoir que c'est quand même deux des besoins qui, dans votre future pratique, sont essentiels. C'est votre rôle de vraiment veiller à ça, à veiller à ce que la personne soit en sécurité et qu'elle ait à manger, à boire, etc., qu'elle puisse aller aux toilettes quand elle en ressent en tout cas le besoin. Alors vous avez ensuite le besoin d'appartenance, qui est une des missions majeures pour vous.
Bien entendu, c'est la création de liens. Qui dit éducateur dit créer des liens avec vos bénéficiaires, mais également de les solliciter entre eux. Donc elle relève aussi bien de l'implication au quotidien de l'équipe, de soins, par exemple, les liens intimes qui peuvent se créer lors de la toilette, ou également lors des activités. D'accord ? Donc ça peut être des liens entre l'aide-soignant, l'infirmière ou l'éducateur pendant la toilette, en fonction de où vous travaillerez ou où vous allez en stage, en fonction donc de qui s'occupe de la toilette intime avec la personne, mais également lors des activités que vous mettez en place. Alors le besoin d'estime, c'est également un besoin qui est très central dans vos activités. Une animation réussie est une animation qui ne met surtout pas la personne en échec. Donc forcément, quand vous faites une animation avec des bénéficiaires, vous allez faire en sorte que ce bénéficiaire construise son activité et réussisse au plus possible. On ne va pas le mettre dans une situation d'échec pour son bien-être, pour son estime de lui et qu'il ose également à nouveau se réimpliquer dans une tâche par la suite. Alors nous avons également le besoin de réalisation de soi qui répond à ce besoin représente l'aboutissement et la finalité du travail d'éducation. Mais pour ce faire, donc d'après Maslow, il y avait un ordre des besoins antérieurs, comme je l'ai dit précédemment. Alors qu'à l'heure actuelle, on estime qu'il n'y a plus vraiment de hiérarchie entre les besoins, qu'ils sont tous importants. Je vous ai mis un petit exemple qui explique bien pourquoi à l'heure actuelle, on ne va plus forcément du besoin physiologique vers la réalisation de soi. Donc exemple, une personne, un Américain, bien sûr, voulant devenir acteur et prêt à quitter ses amis et sa famille pour aller rejoindre une grande ville, New York, Los Angeles, etc. Vivre dans un taudis, ne faire que des jobs minables et peu payés, mais qu'il peut rapidement donc quitter pour aller passer une audition. Il ne mangera que des pâtes parce que son argent, il va le concentrer d'une certaine manière à le dépenser dans la réalisation d'un book. Afin d'obtenir quoi? Son rêve de devenir une star. Donc on voit que pour atteindre son besoin de réalisation de soi, il va faire passer son besoin de sécurité, ses besoins physiologiques de côté. D'où le fait qu'il n'y a plus vraiment un système d'escalier ou de pyramide vers le besoin de réalisation de soi. Alors juste en dessous, je vous ai mis un petit exercice, ici. Vous aurez remarqué que souvent quand vous avez une petite ampoule, c'est un petit exercice pour vous. Alors à l'aide de la pyramide de Maslow et de votre vécu de stage, qui je pense est très très enrichissant ici pour cet exercice, tente d'attribuer des actions ou activités qui pourraient permettre de satisfaire les différents besoins. Donc vous avez 5 questions que je vais vous demander de réaliser et de mettre vos réponses directement sur le forum. Tout simplement, renumérotez-les, vous n'êtes pas obligé de renoter à chaque fois les questions. Alors pourquoi? De nouveau, pour qu'on puisse voir que vous êtes là avec moi et que je ne suis pas toute seule, et que vous puissiez donc attester de votre présence pour les délibérations de fin d'année. Je vous mettrai donc la correction directement lorsque vous l'aurez tous rendu sur le forum. Alors maintenant qu'on a parlé des besoins de Maslow, on va en venir aux besoins de Virginia Anderson. Donc, vous pouvez prendre la page suivante. Alors je ne vais pas les relire avec vous, parce que normalement, je pense que vous les avez peut-être déjà vus en cours d'éducation à la santé, ou je ne sais pas exactement comment vous intitulez ce cours dans votre école. Mais donc c'est tout simplement les besoins de Virginia Anderson qui sont donc qui proviennent d'une infirmière de formation qui établit une liste de 14 besoins qui sont fréquemment utilisés donc par le personnel soignant de la santé généralement. À l'heure actuelle, de nouveau, on estime qu'il n'y a plus de hiérarchie dans les besoins, qu'ils sont tous importants et interactifs. Alors ils sont assez simples à lire, donc c'est pour ça que je ne vais pas les lire chacun avec vous. Je pense que vous aurez plus facile de les lire à tête reposée. Si vous avez une question, donc toujours n'hésitez pas à la mettre sur le forum, j'y répondrai. Et donc simplement, lisez-les à votre aise et prenez la feuille qui est en face avec vous, qui est de nouveau un petit exercice que je vous invite à répondre directement sur vos feuilles. Et je vous mettrai la correction par la suite. Vous avez déjà mis votre présence avec l'autre exercice, donc c'est suffisant. Sinon, j'ai peur que vous mélangiez vos différents exercices aujourd'hui. Donc, tout simplement, reprendre chaque situation
qui est nommée dans un petit encadré, la lire forcément, et ensuite y attribuer le rôle de l'éducateur face aux bénéficiaires. Toujours, ici on parle d'un rôle qui est lié à un besoin de Virginia Anderson, d'accord? On est bien dans ce morceau de chapitre. Donc je vous conseille de nouveau de mettre la petite vidéo sur pause et de faire tranquillement votre exercice, vous avez le temps, ça va très vite, vous verrez. Alors on arrive du coup aux besoins de pour toi. Donc vous aurez vu aujourd'hui, pour les besoins, on aura vraiment abordé les trois, je vais dire, trois précurseurs, trois personnes assez connues pour ces domaines, Maslow, Anderson et pour toi. Et donc pour toi, c'est le modèle des 12 besoins et pédagogie. C'est un cadre de référence psychopédagogique qui interroge la manière dont se construit l'identité de toute personne. Donc ici, on est vraiment beaucoup plus dans du psycho, un peu comme Maslow, par rapport à Anderson qui est plus du lien médical. Donc reprenez votre feuille où vous allez voir, il y a beaucoup de petits schémas. Vous avez donc 2 feuilles que je vais vous laisser peut-être dans un premier temps. Je vous conseille en tout cas de les lire à tête reposée. Ça prend 2 minutes, hein, mais pour savoir suivre avec la vidéo, parce que forcément en vidéo on va plus vite qu'en classe, donc c'est parfois un peu compliqué. Donc j'attire vraiment votre attention sur le fait que ces besoins se répartissent sur 4 dimensions. Donc la dimension affective, la dimension sociale, cognitive et idéologique. Que chaque besoin est associé à une pédagogie qui y répond préférentiellement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement on vous donne donc les besoins avec les différentes sous-catégories des besoins, mais on ne vous donne pas forcément d'astuces pour les réaliser sur le terrain. Donc tout ce qui est pédagogie que j'ai remis ici est vraiment tiré de pour toi. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est très officiel, je veux dire, mais c'est un plus. C'est votre manière de le mettre en place sur le terrain. Donc on a la dimension idéologique, qui est vraiment les besoins de valeur, le bien, le vrai, le beau, tout ce qui est valeur de morale, de connaissance et de l'esthétique. Et donc on a une pédagogie de l'implicite. C'est comme ça que généralement, ça peut vous aider à le mettre en place. Donc les valeurs sont transmises de génération en génération. Le fait, je pense par exemple, quel exemple je pourrais... Oui, je réfléchis à quelque chose qui va peut-être vous parler à tous. Le fait par exemple que l'homme est la personne qui travaille et la femme, la maman reste à la maison, qui commence bien entendu à disparaître de plus en plus, mais c'est une valeur qui s'est intégrée au fur et à mesure parce que vos parents faisaient comme ça, donc les enfants ont fait comme ça et ainsi de suite. C'est des choses qu'on a reproduit de génération en génération. Les valeurs du bien et du mal. Quand vous étiez petit, on vous a appris qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et vous reproduisez un peu le même style d'éducation, en tout cas, parfois pas du tout, mais pour ces valeurs-là, quand elles ont été intégrées dans un contexte de bienveillance, sans autre souci sur le côté, je vais dire comme ça, vous allez les réintégrer dans votre éducation pour vos enfants ou vos petits-enfants, ainsi de suite. Donc ici, on est vraiment dans un besoin d'idéologie. Vous avez ensuite la dimension affective, qui est donc le besoin d'affiliation. Affiliation, ça dit quoi? Ça fait penser un petit peu beaucoup, je dirais même, à ce qu'on appelle le besoin d'appartenance chez Maslow. Donc l'affiliation, c'est le besoin d'attachement, de s'attacher. S'attacher, c'est quoi? C'est créer des liens avec les personnes qui nous entourent. Le besoin d'acceptation. Le fait d'accepter, c'est donner une place à l'autre. Et le besoin d'investissement, investir son enfance et le remplir d'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on insinue là-dessous? Tout simplement que lorsqu'on s'investit pour quelqu'un, on lui donne des possibilités d'aller toujours vers le meilleur pour lui. Donc, pour votre enfant, tout simplement, peut-être le fait de lui donner un accès aux études pour essayer de faire en sorte qu'il ait un métier qu'il passionne. Ce genre de choses. Alors pour les pédagogies, vous verrez que pour le besoin d'attachement, on parle souvent des pédagogies d'expérience. Donc c'est favoriser en fait la découverte. C'est ce qu'on a vu un petit peu, ou que vous verrez plutôt je dirais lors du 2e cours de psycho, tout ce qui se relie à Piaget.
Donc, c'est faire éprouver de la joie et la valorisation par l'expérience. Donc, c'est l'enfant, le jeune, l'adulte, comme vous le souhaitez. En tout cas, le bénéficiaire va apprendre par lui-même, par l'expérience de la découverte. Pour le besoin d'acceptation, on parle beaucoup de pédagogie humaniste. Donc, c'est le fait d'accepter la personne comme elle est. Prendre avec ses défauts et ses qualités. Accepter que cette personne ne va peut-être pas toujours vouloir participer à vos activités. Vous travaillez, imaginons, en maison de repos, vous faites des activités, et ben on a, je ne sais pas moi, Jean, qui a 85 ans, qui est en très bonne forme, je veux dire comme ça, il n'y a pas de problème spécifique, il est juste de temps en temps un petit peu fatigué parce que ben voilà, il a 85 ans, mais sinon tout va bien pour lui. Eh bien, une fois sur deux, il n'a pas envie de venir participer aux activités, alors que vous savez que ça lui ferait du bien, qu'il en est totalement capable, ce n'est pas du tout une question de ça, qu'il n'est pas timide, qu'il n'y a pas un problème sous-jacent derrière, simplement, ben, c'est un petit peu comme il est borné. Aujourd'hui, il a envie, ben, il vient, demain, il n'a pas envie, il ne vient pas. Eh bien, selon la pédagogie humaniste, vous devez accepter cela. Donc, il est comme ça, il est comme ça. Aujourd'hui, il veut participer, il participe. Si demain, il ne veut pas participer, eh bien, tant pis. On l'accepte comme il est. Pour le besoin d'investissement, on parle de pédagogie du projet. Donc c'est faciliter l'accès à la responsabilité et la collaboration en lui permettant de s'engager dans un projet. Alors c'est quoi la pédagogie du projet? C'est quand par exemple vous allez prendre comme principe que on va faire plusieurs activités qui vont aboutir à un spectacle. Imaginons avec des jeunes, à une vente pour le marché de Noël, pardon. Vous allez faire plein de petites activités de bricolage pour pouvoir peut-être vendre quelque chose au marché de Noël pour le home. Et donc vous allez faire des recettes, vous allez faire des petits bricolages de cadres, de petits sapins, etc. D'accord? Donc là on est dans une pédagogie du projet. Donc on va permettre aux bénéficiaires de s'investir. Donc dans cet effet de groupe, donc d'avoir besoin d'être affilié, d'être dans un effet de groupe, de se sentir intégré, on va donc s'attacher, établir des liens avec les autres du groupe, on va accepter que l'autre ait sa place dans le groupe et on va également permettre à soi et aux autres de s'investir dans ce groupe. Alors, on en arrive à la dimension cognitive. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et de revenir en arrière si vous n'êtes pas sûr. Et si vous avez des questions, bien entendu, le forum. Alors, la dimension cognitive, donc c'est ce qu'on peut ramener au besoin d'accomplissement. On a le besoin donc pour ça de stimulation, forcément. Stimuler, c'est inciter à agir. Là, je pense fortement aux enfants, par exemple, en âge maternel ou primaire, qui dès que vous allez leur donner un petit quelque chose, vont vouloir en savoir plus. Et donc, vous allez les stimuler très très facilement. Ils vont très facilement venir avec vous faire les activités. Je pense également aux jeunes dans les centres que vous avez peut-être l'occasion de fréquenter par les stages ou vous travaillerez peut-être plus tard, qui ont des problèmes de comportement. Et vous allez réussir à gérer ces problèmes de comportement en stimulant en fait leur attrait pour le sport. Et donc vous allez les faire participer à des matchs de foot, des matchs de basket, etc. Où voilà, des règles sont très très importantes pour le bon fonctionnement d'équipe. Donc c'est vraiment des jeux de ballon ou autres, mais qui vont être propices à la socialisation, au partage du matériel, au fait qu'il faut collaborer ensemble, etc. Et donc vous allez simuler le besoin d'avoir des règles en fait, de gérer son propre comportement quand on est énervé ou autre, par un attrait qui est par exemple sportif. Alors, pour ça, on va souvent utiliser une pédagogie différenciée. Ça veut dire qu'on va différencier l'affectivité en fonction des caractéristiques de l'individu. Donc tout simplement en fonction de ce qu'il faut régler. De quelle est la nécessité pour ce bénéficiaire. Est-ce qu'il a besoin de savoir gérer ses émotions, ses impulsions quand il est à cran, qu'il est par exemple en train de jouer un match de basket et qu'il voit qu'il est en train de perdre et qu'il est mauvais perdant. Et donc il va s'énerver et va devenir peut-être un peu plus agressif. Et bien là, vous allez différencier l'activité en fonction. Vous allez peut-être parfois le mettre en contexte qui va provoquer
cet énervement pour lui apprendre à le gérer. Et à côté de ça, vous allez parfois peut-être faire en sorte de ne pas être confronté au problème toujours de front. Alors, dans le besoin d'accomplissement, donc il y a le besoin de stimuler, mais il y a également le besoin d'expérimenter. Expérimentation, donc expérimenter, c'est trouver par soi-même. Le bénéficiaire prend en charge l'activité. Donc ça veut dire qu'il va aller un peu dans le système de découverte, un peu comme la pédagogie des expériences de la découverte. Il va lui-même prendre en charge la gestion de l'activité. Donc vous allez lui donner une certaine responsabilité. Ensuite, vous avez le besoin de renforcement. Renforcer, c'est souligner ce qui va bien. C'est tout simplement tout ce qui est en lien avec les félicitations, la valorisation, chose qu'on, je pense, on met l'accent énormément auprès de vous dans vos fiches d'activité. Ou en tout cas sur votre pratique, de toujours renforcer les comportements positifs, féliciter parce que vous avez souvent malheureusement un public qui se sent dévalorisé ou qui n'a pas forcément confiance en lui. Et donc le fait de le valoriser et de le féliciter le plus souvent possible dès qu'il réussit à faire une activité ou qu'il fait un effort va permettre de renforcer ce comportement positif. Alors ça va de même avec les pédagogies behavioristes. Behavioriste, vous avez déjà eu le cours avec Madame Lebon, réfléchissez, behaviorisme, Pavlov, Pavlov le chien. D'accord? Donc c'est vraiment de fixer des objectifs à atteindre et s'auto-évaluer par rapport à la distance que l'on trouve, où l'on se trouve de l'objectif. Alors si vous avez eu le cours avec Madame Lebon sur Pavlov, je ne sais pas comment vous y avez réagi. Je sais que c'est un cours toujours un petit peu délicat parce que ça choque souvent un petit peu le fait d'agir comme ça par conditionnement. Maintenant, je pense qu'il est très très fortement important que vous ayez toujours en tête que dans n'importe quelle pédagogie, dans n'importe quel type de théorie de l'apprentissage ou autre, là je fais un petit lien avec le cours de psycho, mais il y a du bon et du mauvais dans tout et il suffit parfois de savoir comment le mettre en place et de ne pas abuser de son statut. Je m'explique là-dessus. C'est pas parce que vous êtes l'éducateur et que c'est vous qui allez mettre en place ces objectifs à atteindre, si vous utilisez le type de pédagogie behavioriste, que vous devez en profiter pour que ça soit à votre avantage. Non, ça doit toujours être quelque chose pour que le bénéficiaire soit au mieux après. Donc c'est un type de pédagogie, par exemple, qu'on utilise fortement avec les enfants autistes, qui ont des troubles du comportement. Donc pas seulement avec eux, mais de manière générale avec les enfants qui ont des troubles du comportement, on agit souvent avec un style de pédagogie behavioriste qui rappelle Pavlov, en fait, tout simplement, et le chien, qui est, si tu fais ça, tu as telle récompense. Et c'est vrai que ça peut choquer, ça peut être très très interpellant, mais l'ayant moi-même mis en pratique avec une personne autiste, je peux vous dire que parfois c'est nécessaire et qu'il faut savoir simplement, je pense, jauger. Je m'explique dans le sens où on ne le fait pas à l'extrême comme par exemple Pavlov l'a fait, d'accord? Mais par exemple, quand une personne ne veut pas s'asseoir pour faire une activité, est toujours en train de mordre, crier, se frapper lui-même ou autre, se jeter par terre et j'en passe, hein. Voilà, qu'il y a des troubles du comportement assez importants, c'est pas forcément négatif de mettre un système de pratique de récompense avec lui en classe ou au centre, hein, ça revient au même. Le fait par exemple de, si tu restes assis 5 minutes sur ta chaise, eh bien t'es récompensé, tu as le droit de jouer avec ton jouet pendant 5 minutes après. Et petit à petit, vous reportez, vous prolongez en fait cela pour récompenser le moins fréquemment possible. Et donc là, au début, l'enfant sera récompensé quand il sera bien assis. Et plus ce sera quand il sera bien assis et qu'il aura réalisé une activité. Il aura 5 minutes pour jouer. Puis ce sera quand il aura réalisé 2 activités qu'il aura et ainsi de suite. Pour essayer petit à petit de diminuer le système de récompense. Ce qui est très important. Hein. Il ne faut pas rester dans un système de récompense permanent. Mais donc voilà. Je sais que ça a parfois un effet très
très choquant, que ça fait peur parce qu'on se dit qu'on manipule un petit peu la personne en face de nous. Maintenant, parfois, ça peut également être pour son bien-être. Maintenant, bien sûr, on n'est pas Dieu, si je peux me permettre, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour tout à chacun. Maintenant, entre se faire du mal, je pense, et être assis et d'apprendre des choses pour pouvoir par la suite devenir autonome, je pense que là, on peut quand même juger du fait que c'est bénéfique pour le bénéficiaire. Donc voilà, simple petite parenthèse, mais pour vous expliquer pédagogie behavioriste, vis-à-vis du besoin de renforcement, parce que je sais que c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Et donc, dans le besoin d'accomplissement, on a besoin justement de se fixer des objectifs et d'avancer, d'accord? De s'auto-évaluer. Ici, on va vraiment être dans un fonctionnement qui n'est pas, comme je l'ai expliqué avec les enfants avec un trouble du comportement, mais qui va être dans de l'auto-évaluation et de s'auto-fixer, si je peux me permettre, des objectifs pour accomplir la tâche qu'on veut. Donc, ici, vous êtes dans un cursus. Je suppose que c'est quand même pour y arriver à terme, pouvoir, je l'espère en tout cas du moins pour vous, être futur éducateur ou éducatrice. Et donc vous allez vous fixer des objectifs. Les objectifs, c'est de réussir vos stages, c'est de réussir vos cours pour pouvoir passer dans la dernière année, puis pour pouvoir être proclamé, pouvoir ensuite travailler, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour le besoin d'accomplissement, la dimension affective, qui est donc redivisée en stimulation, expérimentation et renforcement. Il vous reste donc la dimension sociale. Donc là, c'est vraiment ce qui est relatif aux besoins sociaux. C'est le besoin de communiquer, la communication. C'est créer un espace de parole, forcément, et donc pour cela, on utilise la pédagogie interactive. Pédagogie interactive, c'est quoi? C'est de confronter ses idées avec celles des autres et rencontrer des désaccords. C'est ce qu'on parle du conflit socio-cognitif avec Vygotsky, que vous verrez seulement en psychologie lors du 3e cours ensemble, mais comme ça, vous voyez qu'il y a plein de choses qui se relient. C'est pas parce que vous êtes dans un cours de méthodo qu'il n'y a pas de lien avec le cours de psycho, par exemple, d'accord? Et d'autres cours, hein, bien entendu. Donc le fait de confronter ces idées, de se rencontrer que on n'a pas la science infuse et que la personne en face de nous a d'autres idées, mais également qu'on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de dire, l'avis qu'on a sur telle ou telle chose. Donc ça, c'est vraiment un besoin de communication qui fait partie des besoins sociaux. On a également le besoin de considération, d'être considéré, d'avoir de l'estime de soi. De nouveau, ça vous fait penser un peu c'est ça en tout cas, aux besoins d'estime de Maslow. Donc vous voyez qu'entre les besoins de Maslow et pour toi, il y a quand même beaucoup de choses qui se relient. Simplement, je me permettrai en tout cas de simplifier, je mets des gros guillemets, hein, d'accord, mais Maslow, c'est la base, c'est les grandes lignes. Et ici, pour toi, viens remettre des infos en plus dans ces grandes lignes. Il détaille plus en profondeur. C'est un petit peu ça en soi. Et donc le besoin d'avoir de l'estime de soi et d'être considéré va être mis en place par une pédagogie du chef-d'œuvre. Donc c'est favoriser la production par le bénéficiaire, ce qui permet d'être félicité pour son travail. Donc de nouveau, hein, c'est mettre le bénéficiaire en avant pour recevoir des félicitations, entre autres. Et nous avons le besoin de structure, que je parlais juste avant, justement. Structurer, c'est poser des balises. Donc c'est la pédagogie institutionnelle, c'est de permettre aux bénéficiaires de prendre des décisions collectives, de proposer des règles, etc. Et donc c'est de savoir que on a besoin tous d'avoir des règles dans la vie de tous les jours. Si on n'a pas de règles, c'est l'anarchie et tout le monde se marche dessus. Quand vous travaillez dans un centre, c'est pareil. Si vous n'imposez pas de règles lors de vos activités, vos activités elles ne fonctionnent pas. À un moment donné, les jeunes vous passent sur la tête. On en a tous besoin. Simplement, il y a des règles qui vont être très prépondérantes et d'autres qui vont être, que dans certaines occasions. À vous de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon également, vous en tant que futur éducateur, pour vos bénéficiaires, et de ne pas non plus trop mettre de balises, mais également ne pas en mettre trop peu. Alors, je finirai là-dessus pour ce cours. Je pense qu'on a déjà bien avancé dans tout ce qui est théorique. Je sais que c'est peut-être beaucoup et que c'est très condensé. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas, hein, le forum est là pour ça. Et au cours prochain, nous verrons vraiment maintenant l'application pratique de tout ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, que tout se passe bien et n'oubliez pas de mettre
vos réponses sur le forum pour prouver, entre guillemets, votre présence pour les conseils de classe de fin d'année. Bonne journée, au revoir.